Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on est de retour avec Thomas Binet. Que faire de notre argent? Où le placer? Comment le placer aujourd'hui? C'est au programme d'Oser investir. Oui, et puis on va commencer par le conseil de la semaine, Jean-Marie. Et si acquérir une cave s'avérait être un bon placement, on va y répondre dans un instant. Et puis notre invité, Henri Buzy-Cazot, président de l'IMSI, l'Institut du Management des Services Immobiliers, expert du monde de l'immobilier et de l'investissement. On va parler justement de ce monde de placement et d'immobilier qui vit des heures difficiles actuellement. Et puis après, on finira notre émission avec le coin de l'expert Guy Marty, expert en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. On va parler placement sur du court et long terme. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Si j'ose dire, c'est un conseil improbable aujourd'hui. Thomas, acheter une cave, est-ce un bon placement? Avant toute chose, Jean-Marie, c'est un investissement accessible au plus grand nombre. Il faut quand même le préciser. On a bien vu l'envolée du prix du mètre carré ces dernières années dans l'immobilier traditionnel. Alors, tout est bon pour faire un bon placement malgré tout. Ouais, alors vous pensez vraiment que c'est un placement rentable pour qui souhaiterait investir dans une cave? Tout simplement, plus 10% de rendement brut annuel, souvent. Donc, faut le dire. C'est un taux de rentabilité nettement supérieur à d'autres surfaces proposées. Sans l'ombre d'un doute, c'est Paris qui arrive en tête de ce rendement avec 10%, suivi de Montpellier et Marseille. Allez, on va citer quand même Toulouse, qui est en 11e position avec 6% de rentabilité annuelle brute. C'est incroyable. Comment on peut expliquer le phénomène et surtout, qu'est-ce qu'on met dans ces caves? Alors, il y a une étude réalisée par la plateforme JeStock qui indique qu'il y a une forte disparité en raison de la tension locative et de la densité résidentielle à Paris. Ce marché de la cave est un investissement de métropole où l'on observe une demande croissante. On a noté pendant la Covid le besoin d'avoir des appartements moins surchargés d'affaires. Ces habitants ont perçu la nécessité de bien utiliser chaque mètre carré, d'où la nécessité de stocker en dehors de son appartement. Et en d'autres termes, la cave est devenue le grenier des grandes villes. On continue à parler d'investissement avec votre invité, Thomas, puisqu'on accueille avec plaisir Henri Buzy-Cazot. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de l'IMSI, Institut de Management des Services Immobiliers. Vous allez, avec votre invité, Thomas, évoquer la situation actuelle. Oui, Henri Buzy-Cazot, vous êtes un acteur donc connu et reconnu, mais également un fin observateur du secteur de l'immobilier, du placement. La situation n'est pas réjouissante entre la baisse des ventes dans l'ancien, l'effondrement dans le neuf et la remontée brutale des taux. J'en jette pas plus. Cette situation est catastrophique, Henri Buzy-Cazot. À qui la faute? On va commencer tout de suite à pointer quand même les responsabilités. Il y a des problèmes structurels qu'on connaît depuis 30 ans. On n'a jamais voulu régler donc. C'est pas qu'on n'a pas voulu, on n'a pas su les régler, ça c'est un fait, parce qu'il ne faut pas non plus nier la volonté, ni des politiques, ni des acteurs, mais il y a eu des échecs, et puis l'inflation vient mettre une loupe. Elle est récente, elle vient accentuer tout cela. C'est en clair, le problème de fond, c'est la cherté des logements. Voilà, le décalage entre ce que gagnent les ménages et puis le prix d'un logement. Cette cherté, quand des taux d'intérêt sont bas, ça fait 15 ans, que les crédits sont distribués de façon assez large, eh bien, on s'en accommode. Tout d'un coup, des taux d'intérêt multipliés par 4, une politique de distribution du crédit qui a radicalement changé, et là, on voit que c'est intenable, tout simplement. Voilà. Idem pour la construction. Je vous interromps. Moi, ma question, c'était à qui la faute? Qui est responsable de ça? C'est le gouvernement, c'est les professionnels, c'est un peu tout le monde? C'est pas la faute aux autres, quand même, à chaque fois. Non, moi, je pense que le plus grand coupable, c'est pas des grands mots, c'est l'aménagement du territoire qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire qu'on a concentré la décentralisation. Oui, on a concentré, il faut être très clair, 80% des ménages sur 20% du territoire dans 11 métropoles. On a créé l'inflation des terrains, des logements. On n'a jamais réussi, contrairement à l'Allemagne. Voilà, on ne l'a pas vu venir. On voit que les Français aujourd'hui veulent un plus grand équilibre des territoires, et ça, on a oublié de les aider à le faire, c'est-à-dire de mettre des entreprises partout en France, de travailler aussi sur les infrastructures de transport. On n'a pas détendu le territoire. Et puis deuxièmement, on a péché aussi par des erreurs fiscales. La fiscalité devrait être remise à plat, c'est un engagement d'ailleurs du président. Henri Buzy-Cazot, je vous interromps un instant parce que vous avez quand même participé au Conseil national de la refondation logement. Oui. D'accord. Vous dites qu'on parle des responsabilités. Bon, là, il y a quand même des responsabilités clairement établies. Il y a eu une restitution des conclusions en juin dernier. Oui. Globalement, rien n'a été repris par le gouvernement. Pour quelle raison ? C'est une erreur massive. Oui, parce que la profession est vent debout, on est d'accord. Toute la filière. Ce qui est formidable dans le CNR, c'est que tout le monde a travaillé de concert à proposer des solutions, avec beaucoup de respect. Ce qui était nouveau, exactement. Ça ne s'était jamais vu. De ce point de vue-là, l'intuition du président de la République était bonne. Après, il y avait deux solutions. Ou bien on se disait qu'il y avait une grande richesse, et elle était là,
et on en faisait quelque chose, on n'en faisait rien. Jusqu'à présent, moi je suis pas un pessimiste, il n'a été retenu que 2 ou 3 mesures, et encore elles ont été tordues. Bon. Donc on n'a pas cette décision publique qui s'est suffisamment inspirée. Alors le président de la République vient de dire, mais on va continuer l'aventure. Alors il appelait ça un comité de suivi, bon peu importe le nom. Au passage on change le ministre. Alors, au passage, oui, et c'est très bien, on nomme un homme extrêmement estimable, un grand élu local. De Dunkerque. Dunkerque et sa métropole sont des laboratoires de réussite en matière de logement, d'habitat, mais aussi de vigueur économique. Cet homme-là, s'il s'inspire, il doit le faire d'une grande partie de ce qui a été fait par le CNR, eh bien, il mènera une bonne politique. Il faut qu'on lui en donne les marges de manœuvre, notamment budgétaires. Henri Buzicazo, le dispositif Pinel s'arrête fin 2024. Oui. Déjà que nous observons que l'accession à la propriété marque le pas, n'allons-nous pas assister tout simplement à un effondrement des investissements immobiliers dès 2025 ? Ah, mais c'est le cas, mais on ne va pas attendre 2025. On a, au moment où on parle, Thomas, quelque chose comme 55-57% d'investissement immobilier dans le neuf de moins. Et c'est pas beaucoup mieux dans le logement existant. Donc les investisseurs, au plus mauvais moment, ne sont plus au rendez-vous de l'histoire. Alors qu'on a besoin, effectivement, de ce marché locatif parce qu'on a du mal à acheter, il faut pouvoir louer. Il faut évidemment une substitution à ce Pinel, et on ne le voit pas arriver pour l'instant. Rien n'est prévu, très clairement. Il sera prévu, semble-t-il, pour 2024. C'est une année trop tard. Et ça devrait être dans ce projet de loi de finances. Il est encore temps. Vous annoncez qu'il y a une possibilité après Pinel ? Oui, le ministre du Logement a plus que laissé entendre que ce serait un chantier pour le projet de loi de finances de l'année suivante, c'est-à-dire 2024, pour 2025. Ce sera trop tard. On ne peut pas avoir une année blanche en matière d'investissement locatif. L'idée, c'est de créer un statut stable de l'investisseur en matière de logement, neuf comme existant, d'ailleurs, sous condition de travaux. Il y a des propositions qui sont soit les notaires, dans quelques jours, vont proposer un statut. Il faut le reprendre. Bon, c'est une information importante qu'on aura retenue ce matin. Merci Henri Buzicazo. Merci à vous d'être passé par Oser Investir sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de l'IMSI, Institut de Management des Services Immobiliers. À bientôt sur Sud Radio. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Le coin de l'expert avec Guy Marty, expert en gestion de patrimoine, fondateur de pierrepapier.fr. On parle de placement et de court et long terme. Aujourd'hui, Thomas. Oui, absolument. On va justement parler de ça. Et vous allez, mon cher Guy Marty, en votre qualité d'expert, nous en dire un peu plus justement sur ce court et ce long terme. Mais on va commencer par le long, je crois, c'est ça ? Oui, le long terme est une expression à géométrie variable. Pour nos politiques, par exemple, le long terme, ce sont les prochaines élections. À l'inverse, quand une personne de 30 ou 40 ans commence à penser à la retraite, le long terme est plutôt une trentaine ou même une quarantaine d'années. Et pour les placements, là, ça se passe comment ? Ah, les financiers sont de grands poètes. Le long terme, cela veut dire que vous allez vivre longtemps et que certains placements, mais pas tous, peuvent vous accompagner dans le voyage de votre vie. Alors vous entendez concrètement quoi par là ? Par exemple, l'immobilier peut connaître de bonnes périodes, il peut connaître des crises, mais au final, il protégera la valeur. Ou la bourse, ses hausses et ses baisses sont parfois très violentes, mais au long du temps, elle est rentable. Cela veut dire qu'en cours de route, il faut pouvoir patienter. Imaginez une période où les actions vont très mal. Ça arrive de temps en temps, ce n'est pas le moment de vendre. Mais si vous avez besoin d'argent juste à ce moment-là, c'est là que la distinction est importante. Il faut des placements court terme pour faire face aux dépenses prévues ou imprévues. Par exemple, le livret A ou les comptes sur livret, ou à la rigueur une assurance vie classique, pour ne pas sortir au mauvais moment d'un placement long terme. Oui, mais alors dans ce cas, Guy, pourquoi ne pas se contenter tout simplement de ce que vous appelez les placements à court terme ? Parce que ces placements-là, dont la valeur est stable, ne sont pas vraiment rentables dans la durée. S'il y a inflation, par exemple, ils sont peu à peu érodés. Disponibilité ou rentabilité, c'est comme boire ou conduire. Il faut choisir. D'abord de l'épargne de précaution, les placements court terme, et ensuite, seulement, on part à l'assaut d'une meilleure rentabilité à long terme pour la constitution d'un patrimoine. Merci Guy. Merci à vous, Thomas Binet également. Je rappelle qu'on vous retrouve dimanche prochain avec plaisir. Ça, c'est du court terme, on est d'accord ? Tout à fait. Très court terme. Oui, très court terme, exactement. En attendant, on peut retrouver Oser Investir, je le rappelle, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. À bientôt, Thomas. Merci, Jean-Marie. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet.